Mesdames, Messieurs, bon dimanche. C'est un plaisir de vous retrouver. Au nom de toute l'équipe des Coulisses du pouvoir, je vous souhaite une excellente année 2023. Dans 2 semaines, Paul Saint-Pierre Plamondon se préparera à finalement faire son entrée au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Malgré une performance électorale décevante, le chef du PQ jouit depuis quelques mois d'une énorme visibilité, entre autres pour sa prise de position concernant le serment au souverain. Mais avec seulement 3 députés et la place limitée qui lui sera accordée à l'Assemblée nationale, le PQ pourra-t-il continuer à s'imposer? J'ai posé la question à Paul Saint-Pierre Plamondon, que j'ai rencontré au quartier général du Parti québécois à Montréal. Paul Saint-Pierre Plamondon, bonjour, bonne année. Bonne année, vous aussi. Monsieur Plamondon, campagne électorale, il y a 3 mois. Performance électorale qui n'a pas été aussi bonne que ce que vous auriez souhaité probablement au début. Or, vous avez quand même eu beaucoup de visibilité après ça, sur le serment au souverain, sur les propos passés de celui qui a été pendant quelques heures l'entraîneur du FC Montréal. Vous avez pris beaucoup de place dans l'espace public. Comment on fait pour que ça dure? Bonne question, mais dans les faits, je dirais que la campagne électorale, ce qui s'en est suivie, c'est beaucoup d'appréciation et de soutien populaire, notamment dans ce qu'on entend quand on se promène dans la rue. Les gens nous disent de ne pas lâcher, de continuer. Moi, je me suis engagé à être une opposition constructive. C'est ça que je vais faire. Et notre philosophie, c'est-à-dire que le Parti québécois, à la base, c'est un parti authentique, c'est un parti de mission sociale, de projet de société. Puis on va continuer à faire ça avec un trio qui a vraiment du fun. C'est-à-dire que je m'entends très, très bien avec mes comparses. On est efficace. On a également une fierté de dire les choses comme elles le sont, donner leur juste aux gens. Donc, vous dites les gens nous parlent, les gens nous disent continuer. Qu'est-ce qui est différent dans ce que les gens vous disent maintenant par rapport à avant la campagne électorale? Mon Dieu, la différence, c'est qu'ils me connaissent, première chose. Et il y a un attachement. On le voit dans des facteurs comme les dons qui ont vraiment explosé. Ce qui fait qu'on sort de l'année électorale avec un surplus. Normalement, un parti politique finit avec un déficit. Ouais. Puis, on a un beau 4 ans où on va bâtir quelque chose de très solide pour 2026, tout en veillant au grain sur les questions importantes. Donc, c'est un beau 4 ans devant nous. Bon. Vous allez reprendre les travaux parlementaires à la fin du mois de janvier. Vous allez être le premier député québécois à faire son entrée au Salon Bleu sans avoir prêté serment au souverain. C'est important pour vous, ça? Ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas être pris à le faire. Et c'est un peu une métaphore de l'indépendance du Québec. Quand j'y pense, c'est que quelques semaines auparavant, tout le monde qualifiait ça d'impossible. Dans les faits, ça a pris 12 minutes. Et qui, parce qu'il est facultatif, le serment au roi d'Angleterre désormais, qui parmi ceux des autres partis qui ont prêté serment, qui va vraiment insister pour prêter serment la prochaine fois? Personne. Bon, donc vous allez entrer en chambre. Premier député à ne pas avoir prêté serment. Vous êtes quand même que 3 députés, c'est un petit groupe parlementaire. Votre portée en chambre est limitée. Vos ressources sont limitées aussi. Comment vous envisagez ça? Comment le PQ peut-il tirer son épingle du jeu adéquatement dans des circonstances comme celle-là? À date, c'est pas mal ça qu'on fait. Hein? Regardez le début du mois de janvier, regardez comment on travaille. J'ai l'impression d'être un trio de hockey où est-ce que je connais très, très bien mes 2 compagnons de trio. Donc, quand on fait des passes, on sait où est-ce que l'autre est sans regarder. Il y a comme une chimie. Donc, je pense qu'on va être très pertinent et très audible. Et les sondages encourageants aussi nous donnent cette légitimité-là parce qu'on est le 2e parti, particulièrement chez les francophones. On a un réel soutien dans la population. Donc, je pense qu'il y aura également de l'écoute. Puis, on va prendre nos responsabilités, c'est-à-dire veiller à des décisions en fonction de l'intérêt public. Protéger notre monde, comme disait Jacques Parizeau, protéger son monde. En termes de priorité en Chambre, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs sujets. Évidemment, le français, vous vous souviendrez que M. Legault avait pris l'engagement dans la journée suivant le scrutin de me rencontrer pour discuter de langue française. Je n'ai pas eu de nouvelles et là, on aura une rencontre lundi qui devrait porter sur les barrages électriques. Oui, c'est ça, parce que M. Legault a dit qu'il allait rencontrer. Oui. Je vais imposer la question du français parce que la situation ne va pas en s'améliorant et soulève plusieurs interrogations quant à la suite des choses. Les changements climatiques, parce que faire des barrages électriques, ce n'est pas une mesure d'adaptation de notre économie à la réalité des changements climatiques. Donc, ça permet la transition quand même.
Dans une certaine mesure, mais on ne peut pas résumer et limiter la question des changements climatiques au fait de construire des barrages, surtout si l'intention, en fait, c'est de vendre pas cher, à rabais, dans des projets très énergivores, là, notre ressource à une grande entreprise multinationale. Donc, il y a là une question de vision qui n'est pas claire et le départ de Sophie Brochu, qui avait exprimé son désaccord avec M. Fitzgibbon, qui avait exprimé une volonté ferme envers l'environnement, bien, nous fait en sorte qu'on demande notamment que les oppositions soient consultées pour la suite d'Hydro-Québec parce que sinon, ça soulève de véritables questions sur les orientations là, pour la suite des choses. Il y a deux éléments sur lesquels je vais revenir là-dedans. Bon, la question des barrages. Vous êtes contre l'idée, vous, dans votre tête, on n'a pas besoin de continuer à construire ou on ne devrait pas continuer à construire des barrages au Québec? On peut construire des barrages, mais normalement, c'est que ça découle d'une réflexion sur nos besoins énergétiques, sur la raison de la construction de ces barrages-là. Puis si le plan, c'est essentiellement de miser sur des projets très énergivores et pendant ce temps-là, il n'y a pas d'adaptation au changement climatique, il n'y a pas de mesures structurantes pour avoir une économie concurrentielle, innovante pour la suite des choses, bien, on passe à côté de l'essentiel. Donc, moi, a priori, si la construction de barrages est fondée sur une réflexion puis des études sérieuses, discutons-en. Mais si c'est comme pour le troisième lien, puis qu'on ne verra jamais les études au soutien de tout ça, puis que c'est comme une impulsion difficile à expliquer, je pense qu'on doit se poser des questions, puis ramener à l'ordre du jour la question de l'environnement, puis la question du modèle économique qui véritablement nous enrichira, qui va enrichir les Québécoises et les Québécois, parce que la marge de profit d'une multinationale n'est pas nécessairement garante de l'argent que nous, on va faire comme Québécois. Il y a la question de Sophie Brochu, qui a annoncé qu'elle allait quitter en avril, qui dit que ça n'a rien à voir avec les politiques du gouvernement, puis que ce n'est pas une mésentente avec le gouvernement, que ce n'est pas une mésentente avec M. Legault, avec M. Fitzgibbon. Vous en pensez quoi? Bien, ce que je sais de la part des journalistes, c'est que M. Fitzgibbon a toujours favorisé des projets énergivores au profit de la grande entreprise et que Sophie Brochu avait un désaccord sur le plan environnemental. Et ça a été documenté par des journalistes. C'est un fait qui a été rapporté. Donc, dans ce contexte-là, on a des inquiétudes quant à la nomination du ou de la successeur de Sophie Brochu parce qu'on ne voudrait pas avoir quelqu'un qui n'est pas là au mérite de ses compétences, mais bien au mérite des intérêts partisans de la CAQ. Rappelons que la CAQ a déjà mis de côté la Régie de l'énergie. Pour ce qui est d'Hydro-Québec, a mis de côté le processus de détermination des hausses pour le rendre complètement arbitraire au gré de la volonté du politique. Et à un moment donné, là, nos institutions, nos sociétés d'État doivent fonctionner avec les gens les plus compétents possibles, pas en fonction de l'intérêt de la CAQ. Vous avez indiqué que vous aimeriez que les partis d'opposition aient leur mot à dire là-dessus. À quel point ça fait une différence, après vous? Bien, c'est-à-dire que si au moins 2 partis d'opposition se mettent d'accord avec la sélection... Approuve la nomination, dans le fond? Ça veut dire que vraiment, indépendamment de nos orientations politiques, on reconnaît la compétence, l'expertise de la personne en charge de gérer Hydro-Québec. Rappelons qu'Hydro-Québec, sur le plan économique comme environnemental et social, c'est une institution très importante et dont on est très fier au Québec. Est-ce que ce genre de processus d'approbation-là devrait être utilisé, selon vous, ailleurs, pour d'autres postes? Oui, parce qu'avec 90 députés, la CAQ, en ce moment, peut essentiellement, même pour les nominations aux 2 tiers, faire ce qu'elle veut sur une base purement politique, purement partisane. Et si on veut maintenir la qualité de nos institutions, de nos sociétés d'État, des nominations, il va falloir une ouverture du côté de la CAQ de collaborer avec les oppositions pour qu'on se mette d'accord dans l'intérêt du Québec et non pas dans l'intérêt politique d'une formation politique qui est au pouvoir. C'est fondamental comme différence et ça, pour moi, c'est un point qui est très important. Paul Saint-Pierre Plamondon, merci beaucoup. Au plaisir.